Professeur Lim, on commence? Oui, je crois qu'on devra commencer. Oui. OK. Et bonsoir tout le monde. Donc, je me présente, Bonsoir. professeur Lim Ben Abdallah, professeur en parasitologie, et je suis présidente du Collège des maladies infectieuses, microbiologie et parasitologie. Donc, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire qui est destiné à promouvoir auprès des nouveaux résidents la spécialité de maladies infectieuses. Je remercie notre jeune infectiologue Raja Hariski, qui était à l'origine de cette initiative, cette belle initiative. Donc, cette réunion sera animée par les orateurs, comme ça a été au niveau, comme vous le voyez au niveau du programme, les orateurs suivants, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, ce sera Dr Makram Kouba, professeur agrégé en maladies infectieuses ASFAX et coordinateur de cette spécialité au sein de notre collège, qui va nous présenter le cursus de résidana en maladies infectieuses. Après, il y aura Dr Bernard Castan, donc vous nous faites honneur par votre présence. C'est un infectiologue au centre hospitalier de Périgueux qui va nous exposer l'activité transversale en infectiologie en France. Après, donc, Dr Mariam Ramzani, résidente en 4e année en maladies infectieuses, qui va nous présenter son expérience. Et enfin, Dr Taïf Emel, professeur en maladies infectieuses à Sousse, qui va nous parler de l'infectiologie en Tunisie. Donc, chacun de vous a à peu près 10 à 15 minutes. C'est surtout pour laisser le temps après donc, aux questions. Et avant de donner la parole aux différents intervenants, je cède la parole à Raja. Raja, si tu veux ajouter quelque chose, tu veux. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Je remercie surtout les orateurs qui nous font honneur avec leur présence. Et on pourra commencer cet événement qui est la première version de ce webinaire. C'est une première expérience et j'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup. Merci Raja. Donc, je donne la parole à Dr Kouba pour nous présenter le cursus en maladies infectieuses. Merci, Madame la Présidente. En effet, mon intervention, donc, je vais présenter le cursus des maladies infectieuses en Tunisie pour les nouveaux résidents qui ont déjà réussi le concours de l'ECIF. En fait, le cursus des maladies infectieuses a récemment paru dans le journal officiel de la République tunisienne en mai 2023. Et le cursus de notre spécialité, il se compose de 8 semestres, donc 4 ans de spécialité, dont 5 semestres de maladies infectieuses obligatoires, donc 5 semestres de maladies infectieuses obligatoires, et 2 semestres optionnels et qui sont aussi obligatoires pour valider le cursus des résidents, qui sont un semestre en microbiologie et un semestre en pédiatrie. Et un semestre qui reste, bon, ça fait 7 semestres, le semestre qui reste, c'est optionnel, soit hématologie clinique, soit service de médecine interne, soit réanimation médicale, ou bien le résident peut choisir aussi la maladie infectieuse. Donc, en totalité, il peut faire un résident en maladie infectieuse 6 semestres, c'est-à-dire 3 ans dans la spécialité, et 1 an de obligatoire. Ce sont des options qui sont la microbiologie et la pédiatrie. Donc, c'est le nouveau cursus, c'est à peu près la même chose. C'est pas très différent ce qui existait avant, mais ça a été déjà paru très récemment dans le journal officiel de la République tunisienne. Alors, je vais parler des effectifs des résidents qui sont actuellement fonctionnels dans les différents hôpitaux. On a actuellement 35 résidents en maladies infectieuses qui sont répartis en 8 résidents première année et 29 résidents à partir de la deuxième année, deuxième, troisième et quatrième année. Donc, en totalité, on a 35 résidents. Et on a essayé cette année, donc après concertation avec les différents infectiologues, nous avons envoyé
une demande au ministère de Santé et Monsieur le directeur général de Santé pour aussi augmenter le nombre des résidents première année à 12 postes. Alors, les terrains de stage qui sont actuellement occupés et qui acceptent les résidents en maladies infectieuses, on a l'hôpital La Rapta, le service des maladies infectieuses hôpital Rapta, hôpital militaire, hôpital Hedi Sheker Asfax, hôpital Farhat Hached Assous, hôpital Fatouma Bourguiba Monastir et l'hôpital Tahir Sfar Ahmadiyya et dernièrement le service de septique Parasite. Donc, voici les 7 services qui sont actuellement, qui ont des résidents maladies infectieuses. Et éventuellement, dans les années prochaines, d'autres terrains de stage sont possibles, tels que dans l'hôpital de Nebel, Kérouan et Gebs. Donc, éventuellement, dans les années prochaines, ces différents hôpitaux, puisqu'ils ont déjà des hospitaliers universitaires, peuvent donc accueillir des résidents en maladies infectieuses. Donc, ça, c'est brièvement mon intervention sur le cursus en maladies infectieuses. Merci, Dr Kouba, donc, pour cet exposé. On passe, on laisse les questions à la fin, je suppose. Je crois que c'est mieux. Oui. D'accord. Donc, on passe à la deuxième intervention, Dr Bernard Castan, pour nous présenter l'activité transversale en infectiologie en France. À vous la parole. Merci beaucoup. Juste une vérification, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis avec le téléphone. Oui, le son... c'est excellent. Oui, on vous entend. Merci. Alors, tout d'abord, un immense merci de m'avoir proposé de venir me joindre à vous pour ces échanges avec de futurs jeunes infectiologues. C'est un vrai plaisir et un honneur de participer à cette soirée d'information. Donc, effectivement, je suis brièvement infectiologue dans une ville du sud-ouest de la France, à Périgueux. Je suis également le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Et donc, c'est à ce titre également que j'ai le plaisir d'intervenir pour vous parler d'un aspect très particulier de l'exercice de la maladie infectieuse qui s'est développé en France et de par le monde, mais qui est l'activité transversale en infectiologie. Donc, alors justement, je n'ai pas accès aux diapos, donc Raja, je veux bien que vous m'aidiez à passer les diapositives, si c'est vous qui partagez l'écran. Donc, on peut passer à la diapositive. Est-ce que l'écran est visible pour tout le monde? C'est bon? Oui. Ouais. Oui, c'est visible. Oui, c'est visible, oui. Par contre, je n'ai pas la main pour passer. Donc, si vous voulez bien passer à la diapo suivante. Avec. Ah oui, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est? Veuillez m'excuser, il y a eu une interaction. Évidemment, c'est toujours à ce moment-là qu'on a un appel téléphonique. Alors, simplement pour vous décrire ce que vous savez déjà, mais comment fonctionne l'activité de soins en maladies infectieuses dans nos hôpitaux. Dans le cercle, j'ai placé un petit peu tout ce qui va concerner les missions intra-hospitalières. Et comme je vais vous parler d'activité transversale, je vais vous parler de tout ce qui est à côté du cercle, c'est-à-dire les missions ce qu'on appellera hors les murs, c'est-à-dire ce que l'infectiologue est amené à faire en dehors de sa structure hospitalière. Alors, à l'intérieur de l'hôpital, des choses que vous connaissez parfaitement, on va hors service de maladies infectieuses pour aller voir nos collègues, souvent sur du conseil téléphonique, on se déplace, on va au lit du malade dans les autres services, quels qu'ils soient, pour donner des avis. Les activités de salle, c'est-à-dire faire la visite dans son propre service, faire des consultations. On a des staffs hebdomadaires la plupart du temps, des staffs en réanimation, des staffs endocardite, infection ostéo-articulaire. On a des activités de gestion du bon usage de l'antibiothérapie autour du commission qu'on met en place dans chaque hôpital qu'on appelle les CAI ou les COMAI. Ce sont les commissions des anti-infectieux. Donc, on a un rôle de référent antibiotique, de rédaction de protocoles antibiotiques, etc. On a un rôle important pour la formation des jeunes, mais également comme vous. Et puis, on a un certain nombre d'autres activités, de valorisation de l'activité. Il faut coder toutes les activités. Il y a un travail administratif derrière. Et puis, des consultations larges, vaccinologie, dépistage, Cégide, etc. Cégide, c'est dépistage des IST et du VIH. Et puis, donc, à parallèle de tout ce qu'il faut mettre en place là,
on a décidé depuis quelques années qu'il était important que les hospitaliers sortent de l'hôpital. Et donc, on met en place du conseil téléphonique hors les murs. Et je vais vous parler également d'un nouveau mode d'exercice de conseil qui est la télé-expertise. Donc, ça s'adresse, peut-être que c'est pas vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur le même mode au niveau de la Tunisie, de ce que j'en sais, ou le peu que j'en sais, mais on a une grosse activité, nous, de médecins généralistes libéraux en ville. Donc, ce sont des gens qui sont susceptibles de nous appeler pour demander un conseil en temps réel lorsqu'ils ont le patient devant eux. Et donc, c'est quand même quelque chose de relativement important au quotidien dans notre activité, vous allez le voir. Voilà, donc je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Je sais qu'il faut aller vite, donc je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps. Les objectifs principaux de ces structurations hors les murs, ça se construit autour de ce que nous, on a appelé une EMA, enfin au plan national, une équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie. Finalement, chaque département est en train de construire son fameuse EMA, dans laquelle il y a du temps infirmier, du temps d'infectiologue, du temps de bactériaux, du temps de pharmacien pour réaliser toutes ces missions. Donc, l'objectif principal, c'est élaborer et déployer un programme de bon usage des antibiotiques pour les établissements de santé partenaires, pour les établissements que l'on appelle médico-sociaux et notamment les maisons de retraite, et pour la médecine de ville. Diapo suivante. Donc, au niveau des textes ministériels, des décrets d'application, l'objectif, c'est lutter contre l'antibiorésistance, c'est agir par deux vecteurs. C'est à la fois prévenir les infections communautaires et les infections associées aux soins, et puis développer le bon usage des antibiotiques. Et les deux vont de pair. Donc, sur le premier volet, c'est essentiellement des équipes qui se préoccupent des problématiques d'hygiène hospitalière pour éviter les transmissions croisées en particulier, et puis les équipes EMA qui s'occupent plus du versant bon usage des antibiotiques. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Au niveau national, depuis 3 ans maintenant, on a développé un maillage du territoire national de la France en 3 niveaux d'expertise. Au niveau des grandes régions, des 23 régions françaises, il y a désormais des centres régionaux d'antibiothérapie qui conçoivent, développent et organisent la politique de bon usage en région. Et il y a une coordination nationale de ces CRATB. Donc, je vous le dis parce que si un jour vous êtes amené, vous avez le bonheur de venir travailler en France avec nous, c'est important que vous connaissiez un petit peu ce maillage. En parallèle des CRATB, à une échelle plus réduite au niveau territoire, c'est ce que je représente moi aujourd'hui, les EMA, les équipes multidisciplinaires antibiothérapie, ce sont les effecteurs sur le terrain, c'est-à-dire les petites mains qui travaillent sur le terrain au contact des autres collègues. Et puis, à un niveau inférieur, entre guillemets, inférieur, ce n'est pas péjoratif, c'est à un niveau des structures qui n'ont pas de service de maladies infectieuses, il y a des correspondants en antibiothérapie. Donc, on peut passer la diapo suivante. Ces EMA, si vous êtes amené à venir nous rencontrer ou travailler avec nous, dans les EMA, ce sont obligatoirement des structures qui sont rattachées à un service de maladies infectieuses. Et notre rôle, notre fonction, c'est d'animer un réseau de correspondants en antibiothérapie dans les établissements périphériques limitrophes du même territoire. Donc, on a un vrai rôle d'animation. Et on a une part très importante, à peu près 80% de notre activité, c'est le conseil en infectiologie et la formation en antibiothérapie ou de l'usage des anti-infectieux. On peut passer à la diapo suivante. Donc, là, je vais aller vite. Mise en place et pilotage de ces programmes, c'est animer la commission des anti-infectieux, faire de la formation, rédiger des référentiels, je l'ai déjà dit, animer un réseau de correspondants. Donc, vous voyez que c'est une mission, une fonction sur laquelle nos étudiants ne sont pas nécessairement formés en amont et quand ils viennent passer désormais dans nos services, on les fait tourner dans ces activités pour qu'ils arrivent à acquérir cette capacité, puisqu'il faut aussi de grandes qualités de communicants, savoir expliquer, savoir être pédagogue, savoir soi-même, on a l'intime conviction de ce qu'il faut faire, mais savoir expliquer aux autres pourquoi on le fait, avoir un argumentaire dans le choix thérapeutique que l'on choisit, c'est un élément extrêmement important de l'activité transversale. Voilà. Donc, je vous propose que l'on passe, parce que je vois que le temps coule. Donc, les missions cliniques, je les ai déjà développées. On peut passer à la diapo suivante. C'était juste une cartographie, ça c'est la Dordogne. C'est une magnifique région de la France, extraordinaire, extrêmement belle, etc. Mais au-delà de ça, c'est le territoire sur lequel on exerce pour vous montrer que tous les points limitrophes qui ne sont pas la ville de Périgueux au milieu, ce sont nos contacts avec les médecins correspondants avec lesquels on travaille dans les établissements et les structures.
On peut passer à la diapo suivante. Les niveaux requis, ben c'est exactement comme vous, ce qui vient d'être décrit par le premier intervenant qui décrit parfaitement bien votre cursus de formation. Ben nous avons des diplômes désormais de spécialité en maladies infectieuses et tropicales avec ce qu'on appelle un DES qui est désormais un DES, mais c'est exactement cette modélisation de formation sur 4 ans, etc., avec après des clinicales, des choses comme ça. Mais pour être membre d'un CRATB ou EMA, eh ben, il faut être titulaire de ce type de diplôme, alors que les correspondants dans les établissements locaux n'ont pas ce type de diplôme et peuvent avoir, par exemple, un diplôme universitaire en thérapeutique anti-infectieuse. Voilà. Donc, on peut passer, et là, on est juste une diapo dans le corps du sujet. Donc, comment ça se passe? Ben, par exemple, l'organisation des avis infectieux, c'est une permanence du lundi au vendredi. C'est ouvert de 9h à 18h. Il y a un téléphone dédié. Les gens peuvent nous appeler, mais il y a surtout une plateforme. On est derrière un écran et on a une plateforme dite de téléexpertise, c'est-à-dire que c'est une plateforme dans laquelle les gens s'inscrivent pour demander un avis. Et l'inscription est gratuite. Ils s'inscrivent sur cette plateforme. Ils vont télécharger ensuite leur avis. Ils vont nous l'adresser. Ça va nous adresser avec une alerte mail. Et on a quelqu'un, l'un d'entre nous de l'équipe, être derrière l'ordinateur pour pouvoir répondre en temps réel, le plus possible en temps réel, vous allez voir, du moins dans les 2 heures qui suivent la demande d'avis, généralement, et on peut mettre des pièces jointes, etc. Et tout ça est sécurisé, il n'y a pas de risque de transmission d'informations via Internet, puisque c'est une plateforme dédiée. Donc ça fonctionne énormément comme ça. Ce qui est important, c'est le dernier point, c'est que quand on nous demande ce type d'avis, ben, le médecin infectiologue qui est chargé des avis peut avoir la possibilité de dire le dossier a l'air un peu complexe, c'est pas très clair, il y a un doute, on décide de voir le patient en consulte d'urgence et donc on a une salle dédiée aux consultations d'urgence de maladies infectieuses. L'après-midi, on peut dire je fais venir le malade et je le vois. Donc voilà un petit peu comment tout ça est articulé, organisé. On peut passer. Donc, bon, mais ça, c'est la fameuse plateforme. Je vous laisserai les diapositives, comme ça, vous aurez le loisir de regarder. On va gagner du temps. On peut passer la diapo. Voilà, ça, c'est comment fonctionne la téléexpertise Omnidoc, dont j'avais mis ces diapos, mais comme j'arrive au bout de mes 10 minutes, donc je vais passer la diapo encore suivante et je crois encore suivante pour arriver à celle-ci. Les chiffres clés. Donc, vous voyez, on peut faire des bilans de nos activités. On vient de le lancer. On a lancé ça début février, donc 95 téléexpertises. Donc, ça génère aussi des revenus, puisque la téléexpertise est valorisée par la sécurité sociale. À mesure que vous donnez un avis, eh ben, l'hôpital perçoit un financement comme une consultation. Et surtout, ce qui est important, c'est la dernière colonne. Il faut être réactif quand on fait de la téléexpertise. Et vous voyez qu'on a un délai de réponse moyen de 5 heures, un délai de réponse médian de 2 heures, et surtout un pourcentage de demandes sans réponse au 7e jour, et heureusement, qui est de 0%. Dieu merci. Et encore, je trouve que 7 jours, c'est bien long. Si on passe enfin la diapo suivante, ben voilà, on a ce genre de courbe, c'est-à-dire de voir l'amélioration on vient de débuter au 28 février, donc on a heureusement une courbe linéaire ascendante du taux de téléexpertise, du taux de requérants qui augmente aussi, c'est bien. Et vous voyez, la répartition du camembert montre que l'essentiel, 67%, c'est bien de la médecine générale qui nous sollicite très, très, très largement. Voilà. Les 3 dernières diapos, c'est pour vous montrer la suivante, une diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, voilà, ça c'est notre hôpital, c'est les flyers pour expliquer. Il faut faire énormément de communication pour expliquer aux médecins généralistes qui ne connaissent pas le service un petit peu comment tout cela fonctionne. Voilà, excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu lent par rapport à l'intervenant juste avant. J'en suis désolé, mais je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr. Castran. Bon, on passe à Marim. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier le Collège des maladies infectieuses, de microbiologie et de parasitologie de m'avoir associé à ce webinaire. Merci à Dr. Ben Abdallah, à Dr. Kouba. Merci énormément à Rajah pour cette très belle initiative.
Alors, je me présente, je suis Mariam Ramdani, je suis résidente en maladies infectieuses en 4e année. Je fais actuellement mon stage au service des maladies infectieuses de l'hôpital La Rapta. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, hein. Donc, pour le choix de la spécialité, en fait, depuis mon externat, j'ai toujours voulu faire une spécialité médicale. J'ai toujours voulu faire une spécialité donc clinique, être proche des patients. Le bloc opératoire ne m'a jamais intéressée. Les spécialités de laboratoire non plus. Donc, j'ai toujours voulu faire un examen clinique, faire un interrogatoire, poser un diagnostic, traiter le patient et puis suivre l'évolution, bien sûr. Et là, c'est le cas pour d'autres spécialités. Donc, comme tout le monde, j'appréhendais cette spécialité étant donné qu'au cours des années d'externat, c'était l'un des certifs les plus difficiles, vu le nombre énorme d'informations et de cours à retenir. Donc, on avait à apprendre beaucoup de nouvelles pathologies, de nouveaux antibiotiques avec la pharmacologie, la microbiologie, la parasitologie. Euh, Aussi par manque de connaissances par rapport aux maladies contagieuses, notamment donc le VIH, la tuberculose, les hépatites. Donc, j'appréhendais cette spécialité, honnêtement. Mais je vais commencer donc par parler des points positifs. Donc, le premier point. Donc, c'est une spécialité parmi les plus belles, selon mon humble avis. C'est une spécialité passionnante, très riche, variée, polyvalente, transversale. Elle est très intéressante. Donc, contrairement à ce que j'ai dit tout d'abord, donc en premier, donc, les cours sont assez intéressants. On ne s'ennuie jamais donc, en lisant les cours parce qu'en comprenant la physiopathologie, on arrive à comprendre la clinique et puis les modalités thérapeutiques et bien sûr l'évolution. Donc, il y a toujours des patients intéressants, des pathologies nouvelles, et j'estime qu'au bout de 4 ans, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est une spécialité où on raisonne beaucoup, on lit beaucoup, on bouquine beaucoup, et c'est très riche. Donc, le deuxième point positif, c'est que la majorité de nos patients guérissent, ce qui est très satisfaisant. On voit l'évolution spectaculaire des patients après leur mise sous traitement anti-infectieux. Contrairement à d'autres spécialités où l'arsenal thérapeutique est assez limité, on a des patients chroniques, de pathologies chroniques, qui sont généralement sous corticothérapie, sous immunosuppresseurs, qui présentent plusieurs aggravations, poussées et complications. Donc, ce n'est pas toujours le cas pour nos patients. Donc, un troisième point, donc, c'est qu'on touche à peu près à toutes les spécialités, puisqu'il s'agit d'une spécialité transversale, il ne s'agit pas d'une spécialité d'organes. On traite les infections du système nerveux central, les infections ostéo-articulaires, les infections urinaires, digestives, génitales. Donc, on prend en charge les malades dans leur globalité. On a des patients généralement qui sont multitarés. Donc, on prend en charge l'hypertension artérielle, le diabète, les patients coronariens, les insuffisants rénaux, les patients de médecine interne, de rhumatologie, de gastrologie. Donc, on touche à peu près à tout. Donc, et là, je vais un peu parler des points négatifs peut-être de la spécialité. Donc, comme je l'ai dit, nos patients c'est des patients généralement multitarés, donc c'est des patients lourds à gérer. Parfois, le pronostic vital est mis en jeu et il faut poser un diagnostic rapidement, il faut intervenir rapidement, donc prescrire une antibiothérapie rapidement. C'est pour cela que je parle toujours d'une spécialité entre guillemets réa-like. Les gardes sont majoritairement agités, on est sollicité des urgences, des autres services, on a à gérer des fois des patients de réanimation, par exemple par manque de place au service de réa. Donc, on a à gérer pendant nos gardes des patients qui sont très lourds, des patients graves, voilà. Donc, si on cherche une spécialité très calme où il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'adrénaline, donc ce n'est pas la spécialité pour vous. Mais grosso modo, c'est une très belle spécialité. Donc, d'après mon expérience, j'ai beaucoup appris et je continue à apprendre. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire et merci encore une fois pour cette invitation. Merci. Merci, Mariam. Merci. Merci beaucoup. Donc, on termine par Dr. Taïf. Je cherche mon micro, c'est bon? Oui. C'est bon, on vous entend. Bonjour à tous. Je suis aussi ravie d'être parmi vous. Bonjour Bernard,
s'il est encore avec Bonjour, nous. bonjour. Oui, Bonjour, il est avec Bonjour. nous. et bonjour tout le monde. Merci à tous ceux qui sont présents. Alors, vous voulez que... En fait, j'ai pas préparé de diapositive et je voulais juste parler un peu d'expérience et puis peut-être un avis aussi sur comment je verrai l'infectiologie après en Tunisie. Alors, mon expérience, moi, ça a commencé, ça fait très longtemps, ça fait bientôt, pas un demi-siècle, mais 35 ans que j'ai commencé mon résidanat. Donc, les années 80, au fait, moi, je suis de Sousse, de la faculté de médecine de Sousse. À l'époque, il y avait un seul infectiologue, d'ailleurs une petite anecdote, professeur Jamni, qui n'est plus à l'hôpital maintenant. C'était mon maître et il l'est encore, mais maintenant il est parti dans le privé. Alors, professeur Jamni, à l'époque, il avait fait sa spécialité au Canada. Et à Tunis, on ne voyait pas ça. Et qu'est-ce qu'il y avait comme service de maladies infectieuses? Il y avait uniquement la RAPTA, avec le professeur Zribi, notre maître à tous, qui était un ancien interne des hôpitaux de Paris, et qui, lui, est venu en Tunisie pour initier l'infectiologie avec le professeur Bouzouaya. Il y avait 4 ou 5 personnes, et puis Sfax qui démarrait, et à Sousse, il y avait uniquement le professeur Jamni, et moi, j'étais la toute petite résidente avec lui au tout début, donc c'était en 87 exactement. Et on disait, bon, à Tunis, mais c'est quoi? On n'apprend pas l'infectiologie à Montréal, hein, c'est quoi? Comment vous allez apprendre? Il va falloir l'exercer en Tunisie pour apprendre l'infectiologie. Donc, bon, on n'aimait pas trop mon école, d'où est-ce que je venais. Mais heureusement, c'était bien et j'ai passé des moments extraordinaires parce que j'ai été à la RAPTA. J'ai été aussi à Paris, j'ai été professeur avec le professeur Jean-Louis Vildé, qui n'est plus là, donc c'était l'ancien hôpital, alors c'est Bichat, mais avant c'était Claude Bernard, mais moi j'ai pas été à Claude Bernard, j'étais plutôt à Bichat, et j'ai appris les maladies infectieuses, le début du sida, c'était à l'époque en France, puis très vite en Tunisie. Donc, l'expérience que j'ai eue, c'est celle du service de maladies infectieuses plutôt qu'autre chose, hein. À l'époque, moi, j'ai pas connu ni ces résistances, ni cette activité transversale, à part quelques avis, mais sans plus, hein. Mais c'était plutôt le service. Au début, on était même dans un service polyvalent, avec la médecine interne qui était avec nous, avec la cardiologie, avec l'hématologie. On était dans un grand service de médecine où il y avait de tout et pourtant c'était un hôpital universitaire. C'était pas si mal pour les jeunes apprenants parce qu'ils apprennent beaucoup de bases de la médecine. Ça, c'est dommage que les résidents n'apprennent pas dans des services comme ça. Mais bon, quand il y aura l'activité transversale en dehors, hors extramuros, mais je pense qu'ils vont là apprendre parce qu'il ne faut pas rester. Et donc, tout de suite, je vais essayer de dire ce que je pense et comment je vois la chose. Il faut justement que les résidents sortent en dehors du service de maladies infectieuses. Il faut qu'ils voient autre chose. Il faut qu'ils voient d'autres spécialités. Il faut qu'ils apprennent examiner un patient qui a des problèmes neurologiques particuliers ou bien des problèmes pulmonaires, d'essayer d'interpréter avec les spécialistes. On est amené à faire ça et ça, il faut l'apprendre très rapidement dans des services qui peuvent nous encadrer dans cela. Bon, maintenant, ces services-là polyvalents n'existent plus. Donc, effectivement, il va falloir que les résidents accompagnent les seniors quand ils font les activités extramuros. Ça, c'est certain. Donc, au fait, et puis il faut être auprès des malades. Moi, cette activité téléphonique ne doit pas être la seule activité, parce qu'on a la possibilité ici en Tunisie de se déplacer. Et puis, il y a des services maintenant avec des infectiologues, avec un nombre qui est assez important, hein. On n'a pas toutes ces exigences administratives. J'en ai vu un peu en France. Il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses. On a de moins en moins, on a moins que ça en Tunisie, donc on peut consacrer plus de temps au patient et de prendre tout le temps de lui expliquer. Donc je trouve ça c'est important.
Dernière chose que je voulais, et puis moi je pense qu'on est sur la bonne voie, c'est on doit passer par augmenter le nombre d'infectiologues en Tunisie. Je dirais même 12, c'est peu. Hein, bah, ça serait bien si on peut avoir une vingtaine pendant 4 à 5 ans, et puis on peut revenir après à un nombre moindre. Parce que c'est le nombre, quand on a plusieurs infectiologues qui peuvent discuter ensemble, on peut avoir un certain poids avec les décideurs régionaux et nationaux pour au moins valoriser le travail qui est fait extramuros, valoriser tout ce que fait l'infectiologue en dehors du service, ne plus encore dire voilà, au fait, c'est un service avec 25 lits, ça ne nécessite pas plus que ça, etc. Et non, ça c'est dépassé, ça. C'est une autre infectiologie. Et moi, même si je fais partie de l'ancienne école, je suis très prenante de cette façon de faire, d'aller en fait, donner son expertise ailleurs. Ça va de la santé du malade, ça va du développement de notre spécialité, et voilà. Donc, l'étape la plus importante, c'est augmenter le nombre d'infectiologues et d'améliorer, bien sûr, la collaboration. Elle existe dans le collège, dans la société aussi, la collaboration avec les microbiologistes et la parasito. Donc ça, c'est bien. Ça, je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, je ne vois pas autre solution parce que ce qui nous pose problème, c'est ce manque de réglementation et de valorisation de ce qu'on essaye de faire, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Bernard, ça se passe de par le monde, pas uniquement. C'est vrai que la France, c'est très proche de nous, et puis on comprend plus facilement, mais de par le monde, l'infectiologie, c'est ça. Voilà, donc je ne vais pas dépasser le temps qui m'est alloué, mais si je peux répondre à des questions, je serai ravie. Voilà, merci. Merci, Dr. Merci. Taïf. Donc, oui, je remercie tous les orateurs pour leur excellente intervention. Donc, sinon, s'il y a des questions, on ouvre la discussion, les questions. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Donc, j'ai une question pour professeur Taïf. Est-ce que vous avez une expérience avec l'infectiologie transversale en Tunisie? Alors, oui, bien sûr, comme nous tous, peut-être, je ne sais pas, je ne saurais pas dire peut-être plus à Sousse, parce que malheureusement, on n'a pas trop parlé de nos expériences, à part celle de l'hôpital militaire, qui est maintenant bien connue. Mais chacun de nous essaye de faire cette activité transversale. Malheureusement, comme je te l'ai dit, on l'a fait. On a des résidents qui passent par l'équipe mobile de référents. On commence à collaborer avec les microbiologistes, avec un staff. Ils nous appellent quand il y a des problèmes de germes résistants. Bon, je ne dis pas systématiquement, mais on essaye. On essaye. Tu sais, Raja, c'est plus par affinité, on forme un petit groupe à l'intérieur de l'hôpital et on essaye de travailler ensemble. Donc, on a cette expérience, même si elle n'est pas reconnue par notre administration. Bon, ça commence un tout petit peu. On a utilisé le DMI, le dossier médical informatisé, pour mettre les demandes d'avis, mais ça se passe surtout avec les urgences, pour qu'on puisse aller, et moi je donne beaucoup d'importance, comme je t'ai dit, à aller sur place voir le patient. Et il y a un résident avec le senior qui sont tout le temps affectés. Bon, ça dépend, pendant 2 mois, 3 mois, le résident, et le senior pour une période plus importante. Donc, on essaye de la faire, mais ce n'est pas très réglementé. Le problème, c'est avec les autres hôpitaux. Ça, on est obligé de passer par les appels téléphoniques. Et on a effectivement une ligne téléphonique qu'on appelle la ligne corporate, que tout le monde maintenant connaît à l'échelle de Sousse, et les gens appellent, et puis ils peuvent même envoyer parfois des pièces jointes, etc. Donc, bon, ce n'est pas la vraie plateforme, c'est pas... Non, c'est des téléphones, on essaye de faire avec. Voilà l'expérience que j'ai, mais
sincèrement, ça serait très bien d'améliorer ça. Et je donne beaucoup d'importance parce qu'on sent la différence pour la prise en charge du patient. Ça, c'est évident. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Oui, professeur Bernard, vous voulez intervenir? Oui, juste si vous permettez, pour compléter les propos d'Amel, avec qui je suis totalement en accord, simplement pour dire que moi, l'injuste est que je vous présente notre expérience française, mais l'idée n'est pas de la répliquer. L'idée, c'était de vous présenter un mode d'expérience adapté à nos problématiques et à nos besoins. Je pense qu'il faut inventer votre propre mode réellement adapté à ce que vous connaissez parfaitement. Vous connaissez le tissu médical, vos structures, l'extra-hospitalier également. Il faut inventer les bons outils, les choses adaptées. Ce qui est clair, c'est que je rejoins totalement ce qui a été dit. Il y a un véritable besoin de sortir du service. Les autres équipes, vous en seront gré, verront l'intérêt que vous portez à leurs problématiques. Vous allez pouvoir discuter de choix thérapeutiques antibiotiques en faisant de la pédagogie. C'est-à-dire, c'est pas juste j'ai la connaissance, je te dis ce que tu fais, et puis dans 8 jours, je reviendrai pour te dire à nouveau ce que tu fais. C'est petit à petit instaurer le bon usage de la prescription des antibiotiques dans l'échange confraternel à même niveau. Il n'y a pas de problématique de hiérarchisation de la connaissance. On a tous besoin d'échanger autour des anti-infectieux et tout le monde prescrit des anti-infectieux. J'ai trouvé remarquable l'intervention de votre résidente. Je suis désolé, je n'ai pas retenu le nom, mais j'ai trouvé remarquable ce plaidoyer. J'ai presque envie de la faire venir en France pour faire le tour de tous les hôpitaux pour expliquer à quel point c'est important de faire de l'infectiologie. C'était remarquable. Je trouvais que ça soulevait exactement point par point la magie de notre spécialité, mais la nécessité également d'aller expliquer aux autres. Et voilà, le transversal, je pense que c'est totalement applicable également à votre mode de fonctionnement. Merci. Merci. Je pense qu'il y a une question, Raja. C'est Oui, Meher Amel on a reçu une question de la part de Meher Amel. Donc, à tous les orateurs, que pensez-vous de la sous-spécialisation en microbiologie clinique? Je crois que la Suisse l'a déjà. Ça consiste en un infectiologue clinicien affecté au service de microbiologie. Quels sont les plus que présente ce mode d'exercice? Et que pensez-vous aussi de la place de l'infectiologue dans les structures de soins privées? Qui veut répondre? Moi, je peux donner un petit avis. Bon, c'est pas sûr que c'est une réponse. C'est juste, je reprends ce qu'a dit Bernard tout de suite. Ça peut être très bien en théorie, mais il faut juste voir si c'est adapté à notre contexte ou pas. Voilà, c'est ce que je dirais. Et c'est pas sûr, hein. Et c'est pas sûr que c'est adapté chez nous. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens que je vous réponde, puisque je vais vous répondre en tant que Français avec les problématiques de prise en charge française sur lesquelles il y a effectivement. Alors, sur la partie du privé, c'est un peu à part et je ne vous en parlerai pas. Sur la partie cette compétence de microbiologie clinique est vraiment un sujet majeur, c'est-à-dire avoir la double valence, faire le lien. Dans tous les cas, il faut instaurer du staff d'échange, de discussion entre cliniciens et microbios. On apprend toute notre vie. On apprend toute notre vie. Quand on descend au laboratoire et qu'un microbio nous dit « Écoute, je crois que tu ne comprends rien à la microbiologie, je vais te mettre devant une plaque d'antibiogramme, je vais t'expliquer comment ça va ». Il faut faire ces démarches-là. Et quand on est résident, quand on est interne chez nous, il faut aller comprendre sur le terrain, avec le microbio, leurs difficultés, leurs problématiques, pourquoi ils vous disent qu'ils ne rendent pas encore le résultat parce qu'on n'a pas encore la culture définitive, qu'on refait des tests, etc. C'est important de toucher ça, de comprendre ça, et c'est important pour un microbio de comprendre les problématiques de cliniciens. Donc, voilà, moi, je vous engage très fortement à tourner, aller faire des frottis en parasito, aller faire toutes ces choses-là, ça doit faire partie de notre boîte à outils de clinicien. Il faut être curieux toute notre vie d'infectiologue. Oui, heureusement qu'on a la chance de passer par des services de microbiologie durant notre cursus. Donc, on fait un stage de 6 mois en microbio et ça nous aide beaucoup. Oui.
on Ouais. arrive à comprendre. Voilà. Ouais, je pense que vous avez Et un très... aussi, on a l'avantage. Excusez-moi. Pardon, allez-y, vas-y, Raj. Merci. Et donc, on a aussi l'avantage dans notre collège d'avoir une collaboration très très serrée avec les microbiologistes et les parasitomycos. On a des événements en commun ensemble, on fait des cours en commun, et donc on a une sorte de réseau très très serré de jeunes infectiologues, microbiologistes et parasitos. On est vraiment tous amis, on se connaît presque tous. Et donc, on arrive à forger des relations qui peuvent nous aider aussi bien sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan scientifique. On sollicite les avis de nos collègues parasito et microbiaux. Et donc, on arrive à vraiment faire à agir en équipe multidisciplinaire, clinique et biologique en termes de maladies infectieuses. Donc ça, c'est grâce à la collaboration qu'offre notre collège entre cliniciens et microbiologistes et parasitomycos. Oui. Enfin, c'est un point majeur. Alors, vous avez deux atouts majeurs. Ce que vient de décrire Raja est un atout majeur, cette collaboration dès le départ, c'est-à-dire cette philosophie de l'échange entre jeunes microbiaux, parasitos, cliniciens, etc. Le deuxième élément, c'est que vous êtes d'excellents cliniciens, c'est-à-dire que vous savez examiner un malade. Et nous, de l'autre côté, là, de la Méditerranée, c'est en train de se perdre, se diluer. Quand vous allez aux urgences et que vous avez de la fièvre et que vous avez un peu mal au ventre, avant, quand vous a examiné, vous avez un scanner thoraco-abdominopelvien. Voilà. Ça veut dire qu'il arrive des fois que je descende aux urgences et qu'on me dise « Ah non, non, mais je ne sais pas encore ce qu'il a, il est parti au scanner. » Je dis « Mais attends, dis-moi au moins ce qui se passe, ton examen clinique. » « Ah non, non, mais il avait mal au ventre, je l'ai envoyé au scanner. » Voilà, donc attention, nous on bascule dans quelque chose qui est potentiellement délétère. Il faut qu'on reprenne ces échanges-là avec nos cliniciens, avec nos jeunes cliniciens. Et je pense que cet atout, cette force que vous avez, il faut la cultiver, il faut la développer. Juste un mot, parce qu'il y a Amel et je sais qu'elle est fortement impliquée là-dedans. Vous savez qu'on a une convention entre la SPILF, la Société française, et la STPI, votre propre société tunisienne de pathologie infectieuse, et qu'au travers de cette convention, il y a plein d'échanges qu'on veut développer. Alors déjà, l'échange entre nos jeunes et vous-même, qui êtes les jeunes, et félicitations pour cette réunion qui montre le dynamisme de votre jeunesse infectiologue. Donc, on veut faire des choses. Et vous savez qu'aujourd'hui, à l'ère de la visio, ce que tu viens de démontrer, Raja, à l'ère de ces échanges-là, on peut s'organiser pour faire discuter de dossiers, faire des RCP, parce que nous, on a beaucoup à apprendre de vos présentations de dossiers. On peut mettre des jeunes à nous sur des cas cliniques. Ça peut partir dans tous les... Il faut le structurer. Il faut l'imaginer, mais on peut imaginer des soirées d'échange de cas cliniques, de l'autre côté, de cas du vôtre, etc. Comment vous le géreriez si vous étiez en France, comment vous le géreriez si nous, on était en Tunisie, avec les moyens, etc. Je pense vraiment qu'il y a, très honnêtement, un océan de collaboration à développer entre nous. Voilà. J'ai beaucoup parlé ce soir, je suis désolé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais j'ai juste une petite remarque à dire aux lauréats du concours d'accès au troisième cycle des études médicales. Vous savez, l'infectiologie, la grande famille d'infectiologie, c'est la seule spécialité en médecine où on prescrit un médicament aussi bien pour le patient, sur le plan individuel, mais aussi pour la collectivité. Donc, lorsque vous allez devenir infectiologue et vous allez prescrire des antibiotiques ou des anti-infectieux, vous allez avoir une action sur la collectivité et sur toute la planète parce que les résistances microbiennes, ça prend l'avion beaucoup plus facilement que nous. Et autre chose, c'est parmi les seules spécialités qui touchent à l'inégalité en matière de soins, soit dans le pays ou dans le monde entier. Parce que c'est une spécialité qui prend en charge parfois des personnes qui sont assez démunies, donc des populations qui sont un peu desservies par le système de la santé. Et donc, cette spécialité vous permettra de vous développer aussi bien sur le plan scientifique médical, mais aussi sur le plan humanitaire et sur le plan associatif.
Donc ça, c'est parmi les atouts majeurs que je vois dans la spécialité. Absolument. Merci. Donc, bon. S'il n'y a pas d'autres questions ou bien d'autres remarques, on peut clôturer la séance. Merci. Oui. Donc, merci. Merci, Dr. Castan, pour votre intervention, belle intervention. Merci, Mariam, Raj, Dr. Kouba, Dr. Taïf. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous, professeur C'était Riem. très bien. Allez, Bonne Merci. soirée à tous. Merci, Bonne soirée. bonne soirée. Au revoir, bonne Bonne soirée, soirée. merci. Merci à tous les présents. Bonne soirée.